Mars 2026. Une enquête révèle les dessous du dernier achat de Bernard Arnault. Le yacht de Bernard Arnault s'appelle le Symphonie. La visite de son yacht donne une petite idée de son train de vie. C'est l'un des plus grands au monde. 5e fortune mondiale, près de 180 milliards de dollars selon Forbes. Il vient de commander un yacht, 143 mètres, 9 ponts, 18 cabines, un héliport, un équipage de 80 personnes pour accueillir une trentaine d'invités. Le prix estimé est de plus de 500 millions d'euros. Et personne, ou presque, n'a vu ce qui se jouait vraiment, parce que ce yacht, Bernard Arnault ne le possède même pas. Officiellement, il appartient à une société immatriculée à Malte, Concerto Yachting Limited, mais derrière cette société, Mediapart affirme retrouver une structure luxembourgeoise, elle-même contrôlée par la holding familiale des Arnault, qui loue le yacht à une autre société qui appartient elle-même à Bernard Arnault. Résultat, des millions d'euros d'impôts légalement évités. Le chantier qui le construit, ce yacht, Royal Van Lent, constructeur des yachts de la marque Fitship, appartient à Arnault depuis 2008. Le constructeur et le client final, c'est la même personne. Là, vous vous dites peut-être, c'est un cas particulier, un homme particulièrement habile. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ce que vous appelez absurde, eux l'appellent allocation d'actifs. Et ce qu'ils font avec leur argent, personne ne vous l'a jamais expliqué. Ni votre banquier, ni votre conseiller. Et les rares articles qui en parlent s'arrêtent au scandale, jamais à la méthode. Parce que derrière ce yacht, il y a quelque chose que personne n'a mentionné. En 2021, le site américain The Land Report révèle que Bill Gates est devenu le premier propriétaire privé de terres agricoles aux États-Unis. Pas une petite ferme, un empire. 110 000 hectares répartis dans 19 États, l'équivalent de 10 fois la superficie de Paris. Les plus grandes concentrations en Louisiane, environ 28 000 hectares, Arkansas, Nebraska, tout géré via Cascade Investment, sa structure privée. Évidemment, sans communiqué de presse. En Arizona, une partie de ces terres est prévue pour la construction de 80 000 maisons. Gates ne fait pas seulement de l'agriculture, il parie aussi sur l'immobilier. Warren Buffett, lui, fait exactement la même chose. Et à l'Assemblée générale de Berkshire Hathaway, en 2022, il l'explique très clairement. If the people in this room owned all of the farmland in the United States, and you offered me a 1% interest in it, now if you told me you owned all of the Bitcoin, and you offered it to me for $25, I wouldn't take it because what would I do with it? Quand on interroge Gates lors d'un échange public, il répond « Mon groupe d'investissement a fait ce choix. Ça n'a rien à voir avec le climat. Il n'y a aucun grand projet secret derrière. Toutes ces décisions sont prises par une équipe d'investissement professionnelle. » Alors pourquoi acheter autant de terres? Et pourquoi maintenant? Un investissement à long terme. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, prévoit une augmentation de 70% de la demande alimentaire mondiale d'ici 2050. Les surfaces cultivables disponibles vont se réduire. Gates et Buffett le savent. Ils ne sèment pas de maïs, ils sèment de la rareté. Ici, on a parlé de milliardaires. Alors, changeons d'échelle. 1978. Richard Branson a 28 ans. Il survole les îles Vierges britanniques en hélicoptère. Il aperçoit Necker Island, une île déserte, 30 hectares dans les Caraïbes. Il tombe amoureux. Il l'achète, prix d'achat 180 000 $. Le gouvernement britannique impose une condition, développer un complexe touristique dans les 5 ans. Branson accepte et transforme la contrainte en business model. Villa, infrastructure, l'île emploie aujourd'hui 175 personnes. Les séjours coûtent jusqu'à 9 000 $ la nuit. Valeur estimée aujourd'hui 100 millions de dollars. Depuis l'achat initial, multiplication par 550. Et ce qui est dingue, c'est qu'un économiste avait modélisé exactement cette stratégie d'allocation d'actifs. En 1952, il a eu le prix Nobel pour ça, Harry Markovitch. Sa thèse, un portefeuille rempli d'actifs qui ne bougent pas ensemble, réduit le risque sans sacrifier le rendement attendu. On parle de décorrélation d'actifs. Quand une classe d'actifs se déprécie, l'autre peut s'apprécier, limitant la volatilité globale et maximisant l'espérance de rendement positif. Alors Gates diversifie son patrimoine. Il achète des terres. Branson achète une île. À notre échelle, on peut investir en bourse, on peut investir en SCPI, en immobilier, en fonds euros, en private equity. Évidemment, la différence de capital est évidente. Mais la différence d'approche, pensée en actifs décorrélés plutôt qu'en rendement absolu, elle est accessible. Et c'est exactement ça que Markovitch a formalisé. Malheureusement, l'immense majorité des particuliers ne fait pas comme eux, ne diversifie pas leur patrimoine autant.
Eh bien, c'est ce que le psychologue et économiste Daniel Kahneman, prix Nobel en 2002, pionnier de l'étude des biais cognitifs, a montré ce qu'on appelle l'aversion à la perte. La douleur de perdre est 2 fois plus intense que le plaisir de gagner à montant égal. Résultat, on tend à laisser tout notre argent sur un compte courant ou sur un livret A, même quand il nous appauvrit net d'inflation. Donc on fait ça parce que la sécurité, c'est confortable, même quand cette sécurité, elle est illusoire. Alors évidemment, quand on est milliardaire, c'est quand même plus facile. Dépenser des millions quand on a des milliards, c'est plus confortable. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est combien ça leur coûte vraiment. Ce yacht à 500 millions d'euros de Bernard Arnault. Eh bien, regardons la facture réelle, pas le prix affiché. Ce qu'Arnault paie vraiment. Son yacht précédent, le Symphony, 150 millions de dollars, livré en 2015, c'était déjà exactement le même schéma. Donc, c'est pas un montage isolé. C'est une véritable stratégie qui se répète. Malte est devenu le premier registre de yacht d'Europe. TVA réduite à la location, il loue le yacht à sa propre société et augmente ses marges. Même l'ancienne directrice du cabinet qui gérait le montage vante sur son site professionnel l'efficacité fiscale de ces structures. Avant 2018, en plus, en France, un yacht entrait dans l'assiette de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Depuis le passage à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilier, au 1er janvier 2018, qui ne taxe donc que l'immobilier, eh bien, il en est totalement sorti. Ce qui paraissait être un caprice qui se déprécie, un pur passif, se révèle en fait être un actif qui génère des revenus via la location, qui est exonéré d'IFI et qui est détenu dans une structure qui optimise la fiscalité. C'est ça, la vue courte, on voit le prix, pas la mécanique derrière. Ce qu'Arnault fait via des sociétés maltaises et des structures luxembourgeoises, c'est de l'optimisation offshore plutôt agressive. Alors ce qu'on fait en cabinet chez Saint-Vasseur Conseil, c'est quand même assez différent. On aide des clients à structurer leur patrimoine de façon légale, adaptée à leur situation, à des échelles bien plus modérées que pour les ultra-riches et pour les milliardaires. Prenons un exemple concret. Un client qui souhaite transmettre un bien immobilier à ses enfants, eh bien on peut imaginer qu'en le détenant via une SCI, une société civile immobilière, et en transmettant les parts progressivement, l'abattement fiscal sur les donations est utilisé donc tous les 15 ans. Et sur un bien de 500 000 euros, l'économie peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros de droits de succession. C'est accessible à partir de quelques centaines de milliers d'euros de patrimoine. Et du côté de Bernard Arnault, on aurait pu penser que l'État allait mettre fin à ce genre d'optimisation. La loi de finances 2026 devait justement mettre un terme à ce genre de montage avec une taxe de 20% sur les biens somptuaires détenus via des holdings. La loi vise précisément ces montages, y compris les structures existantes. Mais déjà, ce qui échappe à la loi, c'est toutes les sociétés qui ne sont pas françaises ou qui ne sont pas transparentes fiscalement et qui vont donc échapper à cette taxe. Mais c'est également le yacht, déclaré navire de commerce destiné à la location, qui va échapper à cette taxe s'il n'est pas qualifié comme un bien somptuaire, mais qui est qualifié comme un actif productif. Évidemment, donc les équipes fiscales de Bernard Arnault, mais de tous les autres milliardaires, s'adaptent en permanence face à la loi. Et ce qu'Arnault fait avec son yacht, Gates le fait à une échelle encore plus discrète et avec un outil que beaucoup encore hésitent à remettre en question publiquement, c'est la philanthropie. En 2010, Gates et Buffett lancent le Giving Pledge, un engagement, donner au moins 50% de leur fortune personnelle à des œuvres philanthropiques. À ce jour, plus de 230 signataires dans plus de 30 pays ont rejoint le mouvement. La presse applaudit, c'est magnifique, c'est généreux, de prime abord. Mais c'est aussi l'une des structures d'optimisation fiscale les plus efficaces jamais conçues, tout en ayant une très belle image. La fondation Bill et Melinda Gates est la plus grande fondation privée au monde. Fin 2024, ses actifs dépassent les 75 milliards de dollars. Et la loi oblige à distribuer seulement 5% des actifs de la fondation par an en dons effectifs. Le reste capitalise en franchise d'impôt sans limite de durée. Aux États-Unis, quand Bill Gates, par exemple, fait un don d'actifs, donc des actions, de l'immobilier ou autre, à sa fondation, il peut déduire leur valeur de marché de son revenu imposable l'année du don, dans la limite de 20% de ce revenu. Et il échappe à tout impôt sur la plus-value. En France, le mécanisme est quasiment similaire. Un don à une fondation reconnue d'utilité publique ouvre une déduction d'impôt de 66%, plafonnée à 20% du revenu imposable. Alors évidemment, quand en plus la fondation nous appartient, c'est pas forcément de la charité. C'est de la gestion de patrimoine intergénérationnel avec avantage fiscal intégré. Mais là où ça devient vraiment révélateur, c'est quand on regarde ce que certains cherchaient à faire en coulisses. Les documents du département de justice américain publiés en 2026 le montrent assez clairement. Jeffrey Epstein,
harcelé Bill Gates pendant 18 mois pour qu'il crée un DAF, un Donor Advised Fund, un fonds de dons conseillés. La flexibilité des DAF est faite sur mesure pour les problèmes des hyper riches. De plus en plus de gens réalisent qu'ils ne peuvent pas donner autant d'argent à leurs enfants. Les DAF permettent des dons anonymes. C'est une forme d'optimisation de la transmission de patrimoine. Alors, aucun fonds n'a jamais été créé. Gates a qualifié sa relation avec Epstein de grave erreur de jugement. Mais évidemment, la philanthropie a presque toujours en arrière-plan un bénéfice pour celui qui donne. Alors, c'est pas nécessairement cynique, c'est simplement la mécanique de la nature humaine. Les fondations philanthropiques peuvent fonctionner comme des outils patrimoniaux extrêmement sophistiqués. Elles financent aussi de vraies actions humanitaires, c'est vrai, mais elles ont souvent une autre dimension, beaucoup moins discutée publiquement. Et pourtant, ce n'est encore que la deuxième couche, parce qu'il en existe une troisième, la plus discrète, la plus ancienne, celle qu'ils accrochent littéralement au mur de leur salon. Je veux parler ici de l'art. Beaucoup pensent que l'art intéresse les milliardaires parce qu'il rapporte beaucoup. C'est un mythe. On a publié déjà une analyse complète sur l'art sur la chaîne YouTube S'investir il y a quelques temps. Les données les plus fiables montrent que l'art rapporte autour de 6 à 6,5% par an sur le long terme, soit beaucoup moins que la bourse qui est plutôt autour de 10% par an. Et c'est même pire parce que l'art a des risques supplémentaires. Par exemple, une œuvre sur 3 reste invendue aux enchères selon Artprice. Ce n'est donc pas pour le rendement que les ultra-riches achètent de l'art, ce n'est pas non plus pour la liquidité, mais c'est plutôt pour l'outil fiscal redoutable qu'il représente. Les œuvres d'art ont toujours été exclues, par exemple, de l'impôt sur la fortune, l'ISF, mais également l'IFI aujourd'hui. La fiscalité à la revente, d'ailleurs, est parmi les plus douces du patrimoine. 6,5% seulement, ou bien exonération totale après 22 ans de détention. Un exemple frappant, la fondation Louis Vuitton. 863 millions d'euros versés entre 2007 et 2017, dont 518 millions d'euros, soit 60%, récupérés via le crédit d'impôt mécénat, selon le rapport de la Cour des comptes de novembre 2018. L'art accroché au mur, ça se voit, ça attire les regards, ça interroge, ça peut même attirer le fisc. Mais que se passe-t-il si l'objectif, c'est que l'œuvre disparaisse complètement des radars, qu'elle change de main sans laisser trace, sans jamais bouger de sa caisse? Il existe un endroit fait exactement pour ça, les Freeports. Le Freeport de Genève contient plus de 1,2 million d'œuvres stockées. La valeur estimée totale est autour de 100 milliards de dollars selon la presse internationale. Et tant qu'une œuvre reste à l'intérieur des Freeports, pas de TVA, pas de droits de douane, elle peut changer de propriétaire sans jamais bouger de sa caisse. L'affaire Wildenstein est qualifiée par le parquet de, je cite, la fraude fiscale la plus sophistiquée et la plus longue de la Ve République. Le redressement réclamé par l'État, plus de 550 millions d'euros. Et puis, il y a l'investissement qui a suscité le plus de moqueries et qui est peut-être le plus fascinant de tous. Juillet 2021. Jeff Bezos passe 11 minutes dans l'espace à bord du New Shepard. Les moqueries fusent, le prix d'un billet pour les premiers passagers commerciaux entre 250 000 et 450 000 dollars pour 11 minutes. Blue Origin, c'est son projet depuis l'an 2000. Chaque année, il y injecte environ 1 milliard de dollars de sa fortune personnelle pendant 25 ans. C'est le ticket d'entrée pour ce qui arrive ensuite. En 2023, Blue Origin remporte un contrat NASA Artemis, 3,4 milliards de dollars. Blue Origin vend aussi ses moteurs à ses propres concurrents et prépare même une station spatiale commerciale pour succéder à l'ISS. Parce que finalement, ce n'est pas Jeff Bezos qui s'est payé un voyage dans l'espace, c'est plutôt Jeff Bezos qui a financé l'infrastructure et une entreprise qui participe à l'industrie de l'espace. Alors il manque encore une pièce du puzzle, parce que les ultra-riches n'achètent pas seulement des actifs, ils achètent aussi des accès, des portes, et parfois des assurances contre la fin du monde. Mai 2022, Todd Boehly pose 4,25 milliards de livres sur la table pour racheter Chelsea, le club de football. Record mondial pour une équipe sportive. La presse économique hausse les sourcils. Pourquoi 5 milliards pour un club qui perd de l'argent? Et là, je vous arrête une seconde. Parce que cette question, pourquoi dépenser autant pour ça, c'est exactement celle qu'on s'est posée pour le yacht de Bernard Arnault, ou pour la place de fusée de Jeff Bezos, pour les terres de Gates aussi. Eh bien, à chaque fois, ce qui nous paraissait absurde cachait une logique qu'on ne nous a jamais expliquée. On nous a appris à accumuler du cash, à chercher la sécurité absolue, à laisser, comme on le disait tout à l'heure, dormir son argent sur un livret A, sur un compte courant qui ne suit pas du tout l'inflation. Et donc, si vous souhaitez apprendre à investir intelligemment à votre échelle, eh bien, c'est gratuit. Cliquez sur le premier lien en description pour accéder
à notre formation offerte chez S'Investir. Maintenant, revenons à nos moutons. Ce que Boehly a acheté ne ressemble pas à ce que vous imaginez quand vous pensez à un club de football. S'il a mis près de 5 milliards de dollars sur la table, c'est pas pour des résultats sportifs, mais c'est pour quelque chose d'immensément plus précieux. Boehly, c'est le copropriétaire des Los Angeles Dodgers en MLB, l'un des clubs les plus emblématiques de la Major League Baseball. Avec sa holding Eldridge Industries, il investit dans pas mal de sociétés et il avait déjà tenté de racheter Chelsea en 2019. Alors pas par amour du foot, mais parce que posséder un club de première ligue, c'est détenir ce que les économistes appellent un gatekeeper, un gardien de l'accès. Stanley Milgram, le sociologue du petit monde, a établi ce qu'on a appelé après lui les 6 degrés de séparation. N'importe quel individu sur Terre est séparé de n'importe quel autre par une chaîne de 5 intermédiaires en moyenne. Et bien posséder un club de première ligue, c'est réduire ces degrés à 1 ou 2. Boehly, avec une fortune personnelle estimée à 9 milliards de dollars selon Forbes, contrôle une porte qui s'ouvre sur des chefs d'État, des dirigeants d'entreprise, des sponsors globaux. Chelsea, c'est la porte d'entrée à tout ça. Le ROI n'est pas dans les résultats sportifs, il est dans cet effet de réseau. Jim Ratcliffe, l'un des hommes les plus riches du Royaume-Uni, rachète 27,7% de Manchester United, possède l'OGC Nice et sponsorise le Tour de France via Ineos. Même logique, le sport comme plateforme de visibilité pour sa marque pétrochimique. Newcastle a été racheté par le fonds souverain saoudien PIF en 2021, pas pour gagner des trophées, mais pour exister sur la scène mondiale. Pour conclure des accords diplomatiques dans les loges VIP, pour ouvrir des portes à des investisseurs étrangers. C'est ce qu'on appelle le soft power, la puissance douce. Le sport en est aujourd'hui l'un des vecteurs les plus efficaces. Et puis, il y a quelque chose d'autre, un autre investissement qui pourrait paraître absurde pour certains, ceux qui, face à l'instabilité croissante du monde, cherchent à se mettre à l'abri. Pas à fuir les impôts, pas à se créer un réseau, juste à survivre à un effondrement systémique. Reid Hoffman, fondateur de LinkedIn, a lâché cette phrase dans le New Yorker. Plus de 50% des milliardaires de la Silicon Valley ont pris, d'une manière ou d'une autre, une assurance contre l'apocalypse. C'est une estimation, pas une étude, mais venant de lui, ça veut dire quelque chose. Peter Thiel, cofondateur de PayPal, premier investisseur de Facebook, investisseur aussi dans Trade Republic, a obtenu la nationalité néo-zélandaise en 2011. Il n'avait passé que 12 jours cumulés dans le pays, soit 1% des 1350 jours normalement requis sur 5 ans. Le ministre de l'Intérieur a évoqué une clause de circonstance exceptionnelle rarement utilisée. Pourquoi Peter Thiel a voulu obtenir la nationalité néo-zélandaise? Et pourquoi aussi il a voulu avoir de l'immobilier en Alaska, en Patagonie, en Scandinavie? Parce que toutes ces zones partagent 4 critères. Stabilité politique séculaire, faible densité de population, éloignement des grandes zones de conflit et autosuffisance possible en eau, en énergie, en agriculture. Elles peuvent fonctionner seules, loin des conflits, loin des villes et potentiellement survivre en cas d'effondrement systémique de la société. Et cette obsession de l'autonomie pour des milliardaires ne s'arrête pas à quelques terres isolées. Aux États-Unis, au Kansas, un ancien silo à missiles nucléaires de la guerre froide a été reconverti en bunker de luxe, le Survival Condo. 60 mètres sous terre, 15 étages, des murs en béton armé de près de 3 mètres d'épaisseur, conçus pour résister à un impact nucléaire de 20 kilotonnes, 5 ans de vivres stockés, 3 armureries, un chantier, un poste de sniper automatisé, un filtre NBC nucléaire, biologique, chimique. Prix d'entrée à partir de 1,3 million de dollars l'appartement. Sam Altman, le patron d'OpenAI derrière ChatGPT, confiait dans un autre portrait du New Yorker qu'il stockait chez lui des armes, de l'or, de l'iodure de potassium, des antibiotiques, des batteries, de l'eau, des masques à gaz. Eh bien, ce survivalisme de riches devient de plus en plus présent à l'heure des canicules, des catastrophes naturelles de plus en plus présentes, du dérèglement climatique. Et donc, c'est une forme de gestion du risque extrême. Les milliardaires vont couvrir ce risque de marché avec une ligne dans leur portefeuille qui s'appellera immobilier géopolitiquement stable ou bien immobilier climatiquement résilient. Donc, vous comprenez maintenant cette logique. Arnault, Gates, Buffett, Branson, Peter Thiel, ce qu'ils accumulent, ce sont des actifs qui vont être décorrélés, qui vont résister à l'inflation et qui vont couvrir des risques. Maintenant, regardons de l'autre côté du miroir. Depuis plusieurs mois, le livret A rémunère moins de 2% par an. En 2022, avec 5,2% d'inflation juste pendant cette année, chaque euro épargné sur un livret A perdu en valeur réelle. Ce n'est pas anecdotique, c'est la mécanique de l'inflation qui travaille en silence.
L'inflation cumulée entre 2020 et 2025 a effacé environ 15% de la valeur réelle de chaque euro laissé en banque. Les prix ont donc progressé d'environ 15% sur la période selon l'INSEE. Et donc non, ça ne veut pas dire qu'il vous faut aller acheter des terres agricoles en Louisiane. Non, à votre échelle, ça veut juste dire allouer une part de votre épargne à des actifs qui résistent mieux à l'inflation, comme la bourse, l'immobilier, les ETF, des actifs réels. La grille de lecture est en fait un peu la même. Les outils, eux, sont différents mais sont très accessibles. Et pendant que l'inflation ronge l'épargne des ménages, selon les estimations d'Oxfam basées sur les données Forbes, le patrimoine cumulé des plus grandes fortunes mondiales a plus que doublé entre 2020 et 2024. C'est pas une critique, mais c'est un constat de structure. On reçoit des gens tous les jours au sein de notre cabinet S'investir Conseil, des livrets A plein à ras-bord, des fonds euros qui ne font rien, des comptes qui dorment. C'est pas de leur faute. On leur a jamais donné les bonnes grilles de lecture. Donc vous comprenez que le secret de l'allocation de patrimoine derrière les milliardaires, les ultra-riches, c'est pas vraiment les yachts, les îles, les jets. C'est la décorrélation des actifs, la diversification et surtout le déploiement de leur capital dans des actifs qui apportent de la valeur. Et on a justement fait une sélection des meilleurs ETF en 2026 à avoir en portefeuille. Cliquez juste ici pour regarder cette vidéo maintenant.